Bonjour Marianne, Bonjour Gaïe. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Marianne Sané. Je suis en France depuis que j'ai 18 ans, c'est-à-dire depuis 2007. Je suis arrivée ici dans le cadre de mes études. Alors D'accord. j'ai eu un master en management des organisations culturelles et artistiques. Tu es arrivée en 2007 à tes 18 ans, ça te fait Oui. quel âge? J'ai 26 ans maintenant. 26 ans. 26. D'accord, et avant ça, où est-ce que tu vivais? Je vivais à Dakar, au Sénégal. Donc je suis née, j'ai grandi à Dakar. Voilà. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs et 2 frères. D'accord. Ils sont tous à Paris. Enfin, non. Maintenant, une est rentrée à Dakar et un vit aux États-Unis. Voilà. Quelle a été ta formation initiale? Tu nous as dit ce que tu avais validé comme master Oui. ici, mais tu as commencé des études directement dans l'art ou- Non, pas du tout. En fait, je suis arrivée à Paris dans le but d'intégrer Sciences Po. D'accord. Donc, j'ai fait une prépa littéraire. Et après un an de prépa littéraire, j'ai décidé d'aller à la fac plutôt, de me D'accord. diriger vers la fac. Donc là, j'ai étudié l'anglais et l'italien. Puis pour le master 2, je me suis plus spécialisée. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'est un revirement de situation. Oui, un petit encore peu. un revirement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsque je suis arrivée, j'ai pas eu vraiment de chance parce que c'était une année de réforme, on va dire. Donc, pour les Bac plus 1, on n'avait pas l'opportunité de passer le concours. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit en début d'année. Puis D'accord. à la fin de l'année, on nous a dit que le concours était maintenu. Et, sauf que j'avais pas vraiment révisé. Déjà que je devais me mettre au latin parce que je faisais vraiment une prépa purement littéraire. D'accord. Donc, ça a été un peu compliqué par la suite. Tu te rencontres aujourd'hui dans le Oui. cadre de tes activités. Donc, comment est-ce que tu définirais ton activité? Alors, moi, on va dire, je peins depuis toujours, depuis que je suis enfant. D'accord. Enfin, tout le monde dessine chez moi. On se faisait un peu des battles de bande dessinée quand on était enfant. On créait des modèles. Je voulais être styliste aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup de rêves en fait. Donc, je faisais des petites collections. Tout le monde en faisait chez moi. On comparait, on se faisait des petits concours. Et j'ai vraiment dessiné pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. J'étais un peu la fille qui rêvait en classe, qui dessinait tout le temps. Et arrivée en France, je n'avais plus trop le temps avec la prépa. Ça me prenait beaucoup de temps. La fac aussi, malgré tout. Et c'est vraiment en 2012 que j'ai vraiment repris la peinture parce que j'en ai eu besoin à la disparition de ma mère. J'ai eu besoin de vraiment sortir toutes les émotions que j'ai gardées en moi parce que je ne suis pas du tout du genre à me confier ou à beaucoup D'accord. parler. Assez renfermé? Voilà, plutôt. D'accord. Donc j'ai décidé de peindre pour, voilà, Pour exorciser extérioriser. un peu, voilà, ma peine. Est-ce que pour autant tu as délaissé les autres passions, la bande dessinée, le stylisme? La bande dessinée, oui, mais il m'arrive de temps en temps de dessiner des modèles pour moi ou pour d'autres. D'accord. Pourquoi avoir choisi plus ce domaine-là qu'un autre? Alors, je trouve plus facile pour... Enfin, c'est pas de la facilité, comment dire. Je ne réfléchis pas trop à cela. Enfin, j'aime peindre, c'est en D'accord. moi, on va dire. Je peins parce que enfin, je trouve du plaisir à peindre, à déposer de la couleur sur une toile ou sur un carton. Ou... J'aime bien les matériaux de récupération. D'accord. Et ça me fait vraiment du bien. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu Bon, t'es après- décidé à te dire, bon, maintenant je veux en faire mon activité? Là encore, c'était suite à un deuxième deuil parce que j'ai perdu mon père aussi en 2015. Du coup, ça s'est un peu enchaîné. En 3 ans, j'ai perdu mes 2 parents. Donc là encore, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je montre un peu tout ce que j'avais accumulé chez moi. Voilà. Que tu avais besoin de passer un cap. Voilà, exactement. C'est D'accord. pour ça que lorsque j'ai vu, lorsque je suis rentrée de Dakar, enfin, parce que j'y étais pour un mois, voilà, c'était la disparition de mon père. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai vu sur le site de Laetitia Goto, pour Art Press Yourself. Et je me suis vraiment reconnue un peu dans toute cette thématique et aussi dans sa démarche, parce qu'elle voulait vraiment montrer des nouveaux artistes et des artistes confirmés également, laisser une place à la culture noire aussi. J'ai vraiment aimé ça parce que je pense, enfin, j'espère que c'est ce qui se voit dans mes tableaux. Et donc, je lui ai envoyé un mail avec mes créations et on s'est rencontrés. C'est comme ça que j'ai participé au projet. Et D'accord. depuis là, j'ai eu d'autres propositions. Voilà. Et du coup, de ce projet-là a découlé encore d'autres opportunités. Exactement. Voilà. On a l'impression que tu as tendance, en fait, de ce que tu dis, à te Mhm. lancer dans la douleur, en fait, Oui. qui
faut qu'il y ait un événement assez tragique, dans ton cas la perte de tes deux parents, pour que tu passes encore au niveau supérieur. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose de douloureux dans la création? Pas forcément, mais par exemple, j'admire beaucoup Frida Kahlo, Basquiat. Ce sont des gens qui ont vraiment créé dans une sorte d'excès, peut-être d'excès dans la douleur, d'excès pour Basquiat dans la drogue, pour Frida vraiment dans la douleur physique et peut-être morale. Et je me reconnais vraiment dans leur démarche parce que je trouve que les gens, sans vouloir me lancer dans le pathos, mais que les gens qui souffrent ont tendance, que ce soit des chanteurs ou des acteurs, ont tendance à créer de belles choses. D'accord. Il y a des gens heureux aussi qui créent de belles choses, heureusement. Heureusement il faut un peu de bonheur aussi pour faire du bien aux autres. Il faut transmettre de la joie aussi, pas seulement... Du coup, on aurait tendance à se demander, tu as créé, en fait, le départ de tes créations, c'était quand même des événements douloureux. Oui. Est-ce que quand tout va bien, Marianne Sané peint aussi de jolies choses? Oui, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais tendance à peindre seulement quand j'allais bien, quand je ne pensais à rien. D'accord. Et je peignais de belles choses aussi, enfin j'espère. Oui. Je peignais de belles choses. Et en ce moment aussi, je suis peut-être un peu plus en paix avec moi-même et j'arrive quand même à peindre, voilà. Comment est-ce que le projet a été accueilli par ton entourage, par ta famille par exemple, tes frères et sœurs, qui t'ont reconnu dans ce projet-là, où ils se sont dit « Ah, dans quoi est-ce qu'elle se lance ?» Comment est-ce que ça a été perçu? Ils ont été contents que je me lance vraiment, parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, tout le monde peint un peu, tout le monde avait un peu cette fibre artistique dans la famille, mais mes frères et sœurs se sont plus professionnalisés, on va dire. D'accord. Ils ont suivi d'autres voies. D'accord. Donc le fait que je me lance, je pense qu'ils ont été fiers, j'espère. Ils ont été heureux. Donc tu as reçu des encouragements de tes frères et sœurs. Voilà, de mes amis aussi. Voilà. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières du coup quand tu as décidé de te professionnaliser, de faire de ta passion une profession? Alors peut-être que je me suis créé toutes ces difficultés. J'avais peut-être peur de me lancer, de montrer mon travail, peur d'être jugée, parce que je suis une autodidacte, je n'ai pas fait d'école de peinture. J'apprends à perfectionner ma technique toute seule. Donc je me suis peut-être mis des barrières. J'ai peut-être perdu beaucoup d'années. Et je me suis mis des barrières où j'ai pris le temps en tout cas de me perfectionner, de mieux travailler ma technique, de mieux travailler mais la peinture. D'accord. Enfin, moi, j'estime pas personnellement qu'on perde du temps, j'estime effectivement qu'on s'améliore ou qu'on se prépare pour de plus grandes choses. Donc du coup, effectivement... J'ai attendu le bon moment. C'est exactement ça, ouais, tu as attendu le bon moment, la bonne opportunité, et du coup, il y a plein de belles choses qui vont découler de ça. Ça, c'est ma croyance personnelle. Est-ce que tu as eu l'occasion de côtoyer des pairs, des personnes du métier, et comment se sont passées ces interactions? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer l'un de mes artistes préférés, c'est Tim Okamura. Donc, c'est un artiste canadien. Donc, son père est japonais, sa mère est d'origine anglaise, et il est né au Canada et il vit aux États-Unis depuis 20 ans. Un globe-trotteur. Voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris. À l'époque, je lui avais pas montré mes tableaux parce que je n'avais pas osé les montrer. C'est vraiment mon artiste préféré, donc on a juste discuté. Et récemment, je lui ai montré un peu ce que je faisais et il m'a encouragé vraiment à continuer. Voilà. D'accord, ok. Donc comme quoi, il faut se lancer. Il faut se lancer, voilà. Et donc du coup, c'est l'un des seuls artistes dans ton domaine que tu as pu rencontrer? J'ai aussi eu à discuter, ça c'était vraiment dans le cadre de mes études, avec Neji Dorsey. C'est un artiste que j'avais interviewé, mais pas directement. Je lui avais envoyé des questions, il avait fait une vidéo, parce qu'il est aussi aux États-Unis. Donc il l'a renvoyé, c'était pour un travail que je devais présenter en classe. Donc j'avais aussi discuté avec lui et il était très, inspirant. D'accord. De par son parcours et également sa volonté d'aider les autres autour de lui. Parce qu'il a créé un site qui s'appelle Black Art in America. C'est une sorte de réseau social pour les artistes afro. Voilà. Uniquement américain? Pas seulement américain, parce qu'il m'a invité à m'inscrire et il m'a aussi dit que si je connaissais d'autres artistes africains, je pouvais leur demander de s'inscrire. Voilà. Durant Art Question Self, j'ai eu la possibilité de discuter avec Fred Ebami, qui est extrêmement talentueux et très humble,
J'ai vraiment admiré son humilité parce qu'il il a énormément de talent, il fait beaucoup de choses. Il reste quand même humble, accessible à tous. Ouais. Lui aussi, il m'a beaucoup encouragé. Il m'avait aidé à accrocher mes tableaux. J'étais un peu stressée pendant le festival, mais il était là, il m'a encouragé. Et également les sœurs Cheval, que j'avais Oui. rencontrées avant, qui m'ont encouragé. Ah, Presse également. Oui, j'ai surtout parlé avec Delphine avant le festival. D'accord. Delphine Cheval, mais elle m'avait aussi encouragé. Beaucoup encouragé. Et du coup, comment ton travail il a été perçu par le public durant le festival? Alors, beaucoup de gens, certaines personnes ont été touchées par des tableaux peut-être qui leur parlaient plus. J'avais fait des tableaux un peu plus, comment dire, un peu plus joyeux et d'autres un peu plus, un peu plus tristes. Et certains avaient été touchés par ces tableaux. D'accord. Et sur la carte, j'avais marqué artiste autodidacte et certains étaient surpris, d'autres pas. Il y a même des gens qui sont venus demander des conseils pour se lancer dans la peinture. Et Aussi. je suis débutante, donc ça m'a un peu... comment dire, j'étais touchée par ces... Comme quoi, l'inspiration est vraiment partout, en fait. Exactement. Voilà, donc tu as réussi toi aussi à en inspirer certains. Exactement. Et tu t'es inspiré aussi d'autres personnes. Et c'est comme Tout à ça fait. qu'on fait circuler Oui. l'envie et la passion. Oui. Quelles sont tes inspirations, du coup, par rapport à ton travail? De quoi tu t'inspires? Alors moi, j'écoute beaucoup de soul music. Donc souvent, quand je peins, j'écoute de la musique. J'aime bien m'envelopper de cette ambiance chaleureuse et voilà, assez douce aussi. Et sinon, comme j'aime beaucoup Frida Kahlo, je vais le dire. Frida Kahlo, c'est une femme que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup ses tableaux. Je m'inspire aussi de la femme noire. On me dit souvent on me demande souvent si je fais des autoportraits. C'est ça. Voilà. Pourtant, je ne me pose pas la question en commençant un tableau. Je ne me dis pas, ah là, je vais me peindre. Mais finalement, souvent, mes tableaux Représente une femme une noire. femme noire, voilà. Est-ce que c'est forcément, ça représente forcément une partie de ton histoire ou c'est une partie de ton imaginaire? Comment est-ce que... C'est un peu des deux. Souvent, c'est une partie de mon histoire, une partie des émotions que je ressens au moment où je peins, et aussi une grande partie de mon imagination, de mon imaginaire, voilà. D'accord, ok. Et dans la vie de tous les jours, on imagine que le fait d'être artiste, ça demande beaucoup de temps. En même temps, ça en laisse énormément parce que tu travailles à ton rythme. Est-ce que tu as du temps? Comment est-ce qu'on fait pour se ménager du temps pour soi? Oui, alors là, je débute vraiment, D'accord. je commence vraiment à me professionnaliser. J'ai un deuxième travail. Je ne vais pas dire un vrai travail parce que là, c'est quand même beaucoup de travail. Mais je travaille dans un musée, donc ça reste encore mon secteur. Ça me prend beaucoup de temps parce que les horaires de musée, comme tout le monde le sait, sont très compliqués. L'horaire est très large, Oui, effectivement. très large. Donc dès que j'ai un jour de repos, 2 jours de repos, je peins. Même le soir, je peins. Le matin, très tôt, je peins. Et ça tombe bien parce que j'aime bien peindre très tôt le matin ou très tard le soir, toute la journée. Ça dépend vraiment de mon... Je ne me force pas à peindre. Dès que D'accord, j'ai envie de peindre, je le fais. Voilà. d'accord. Ça ne sert à rien de se forcer, sinon rien de bon n'en sortira. En dehors de cette passion-là, est-ce que tu te ménages du temps pour prendre soin de toi, justement, pour te détendre, en dehors de la peinture, ou est-ce que tout est toujours lié avec ta passion? À une certaine époque, enfin, il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, peut-être que je peignais beaucoup trop et j'oubliais un peu mes amis. Je restais enfermée dans ma bulle, je ne voulais pas trop parler aux gens, j'avais juste envie d'être seule avec mes couleurs, avec ma peinture, avec mes pinceaux. Mais maintenant, j'essaie de prendre du temps d'aller à des concerts parce que j'adore aller faire des concerts. Pas seulement que des personnes connues, si je suis une grande fan de John Legend et D'Angelo, mais j'essaie d'aller à des petits concerts dans des petites salles, je redécouvre un peu Paris. Ouais. J'avais un peu délaissé Paris aussi. Au profit de la peinture. Au profit de la peinture. J'aurais bien aimé dire que je fais du sport pour me défouler, mais j'en fais pas. J'en ai pas fait depuis la terminale. Et je vais peut-être en faire parce que ça fait du bien, il paraît. Paraît-il. Et du coup, est-ce qu'on a de la place pour un amoureux dans tout ça? Je pense qu'on a toujours de la place pour un amoureux, sauf qu'on est un peu trop compliqué comme moi. J'essaie vraiment d'avoir du temps pour moi-même. J'ai besoin de m'avoir moi-même avant d'avoir quelqu'un, avant de m'occuper de quelqu'un. D'accord, ok. Donc d'abord
Marianne, ensuite un petit peu de place pour Oui, quelqu'un. voilà, quand je serai plus tranquille. En discutant tout à l'heure hors caméra, j'ai cru comprendre que tu étais aussi poétesse, tu écrivais des poèmes, tu nous avais caché ça. Oui, c'est vrai que j'ai encore plus de pudeur à montrer mes poèmes que mes tableaux. Mais c'est vraiment un prolongement de mes tableaux. D'accord. On dit souvent qu'on écrit, enfin, on peut dessiner pour illustrer des poèmes. Moi, c'est plutôt le contraire. J'écris des poèmes pour illustrer mes tableaux. Donc, quelquefois, j'écris d'abord le poème et c'est là que l'inspiration me vient pour peindre. Voilà. Et pourquoi justement cette pudeur autour des poèmes et pas forcément autour des tableaux? Enfin, moins maintenant autour des tableaux. Parce que j'ai toujours du mal avec les mots. C'est peut-être pour ça que je ne me confie pas. Parce que les mots sont vraiment directs, ils sont vraiment crus, ils sont là, on les voit. Alors qu'il y a 1000 interprétations qui peuvent être données à un tableau. Alors que pour les poèmes, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus évident plutôt. D'accord. Alors si j'ai bien compris, tu préfères, moi comment je le comprends, hein, à travers tes dessins, donner ta vision à toi de la chose et laisser chacun l'interpréter, plutôt que de donner quelque chose de ferme et définitif à travers les mots. Oui, c'est bon parce que ça crée un peu de, pas forcément de mystère, mais par exemple, à l'exposition Art Yourself, il y a des enfants qui sont venus et qui ont donné de belles interprétations à mes tableaux. Ils m'ont dit « Ah, mais tous tes tableaux te ressemblent, tu dessines que toi ou quoi ?» Je fais « Ah, mais c'est peut-être pas moi. » Et ils m'ont dit « Oui, mais c'est peut-être toi, mais dans un monde meilleur. » Je fais « Ah, ça c'était une belle interprétation. » C'est une très jolie interprétation, très beau, effectivement. C'est très beau. Et voilà, chacun est libre de voir ce qu'il veut dans mes tableaux. Je ne vais pas donner une vision. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas une dictatrice. Chacun est libre de voir ce qu'il veut dans mes tableaux, même si je préférerais que mon message soit compris. Mais c'est quand même... chacun a la possibilité d'imaginer ce qu'il veut. Et est-ce que tu as un message universel à travers ton art ou est-ce que chaque tableau, chaque peinture a son propre message? Alors, on va dire que c'est presque toujours la même thématique dans l'ensemble de mes peintures. Parce qu'on voit souvent un portrait de femme, un peu, comment dire, sereine, mais en même temps figée. J'aime bien dessiner des personnages figés. Je ne dessine pas souvent des personnages en mouvement. Ça m'arrive, mais en ce moment, je suis plutôt dans une sorte de... C'est un peu comme des photographies. J'aime bien figer mes personnages en instant T de leur vie. Voilà. Mais sinon, peut-être comme message général, ce serait vraiment que les femmes noires sont là, qu'elles sont belles, puissantes, fortes, et voilà, qu'elles ont leur place dans ce monde. Voilà. Pourquoi forcément ce message? Tu as l'impression que la femme noire n'est pas reconnue à sa juste valeur? C'est quelque chose que tu ressens, que tu as vécu? Comment... Oui, c'est que la femme noire n'est pas valorisée tout simplement inconsciemment, enfin, dans nos sociétés, mais dans les sociétés africaines. Je ne vais pas stigmatiser que les sociétés européennes. On a souvent déjà, rien que pour les canons de beauté, on a souvent des canons de beauté européens. On suit un peu les idéaux de beauté européens. Et même à part ça, j'ai l'impression qu'on oublie que la femme noire n'est pas qu'un objet. Quelquefois, on glorifie la femme noire, mais uniquement pour le physique. On oublie qu'il y a des femmes noires intellectuelles, il y a des femmes noires courageuses. La femme noire qui va au champ tous les matins, elle est belle, elle est forte. La femme noire qui est présidente aussi. Enfin, il y a des femmes noires intéressantes partout, que ce soit dans le milieu de la politique, de la musique, du sport. Pas seulement celles qu'on croit. Beyoncé est belle, mais ce n'est pas seulement celle. Voilà. Beyoncé ne représente pas toutes les femmes noires. Voilà. Pourquoi avoir fait de ce thème-là ton cheval de bataille? Enfin, ça transparaît un petit peu dans tes créations, mais pourquoi ce thème-là et pourquoi pas un autre en fait? On va dire que quand j'étais enfant, j'apprenais à dessiner en regardant les autres dessins animés, en regardant les mangas, en regardant les dessins animés qui passaient à la télé. Et un jour, comme ça, en dessinant, je me suis rendu compte, en regardant mes bandes dessinées, que je dessinais que des blancs. Et j'étais un peu... je me suis demandé pourquoi. Mais des fois, je faisais des bandes dessinées historiques et je m'inspirais de l'histoire de France. Je dessinais des femmes avec des costumes d'époque. Je me suis dit, mais attends, c'est bête. Parce que j'étais au Sénégal et à l'époque aussi, je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'Empire du Mali ou des différents empires qu'il y a eu en Afrique. J'ai décidé de faire des bandes dessinées sur ça. Dessiner plus de noirs. Mais je ne me disais pas, ah tiens, je vais dessiner que des noirs.
C'est juste que je me suis intéressée à ça à travers mes lectures. Du coup, j'ai dessiné mon peuple, quoi. Voilà. Plutôt qu'un peuple inconnu ou lointain, Voilà. du coup. On peut dessiner les deux, il n'y a pas de problème. Mais à un pas moment, l'un il faut au détriment. représenter un peu, voilà. Si on ne le fait pas, qui le fera à notre place? Personne. Tout à fait d'accord, mais tout à fait d'accord. Et pour toi qui as passé la plupart de ton enfance en Afrique, est-ce que c'est comme ici, la référence reste toujours le caucasien? Est-ce que les stigmates de la colonisation sont toujours très présents, même encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'on commence quand même à avoir de plus en plus de références locales? J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu des deux, il y a toujours cette ambivalence parce que on suit vraiment le modèle français et en même temps je ressens chez les gens de mon âge, les gens plus jeunes, les gens plus âgés, qu'il y a vraiment un retour à nos héros. Par exemple, tout le monde admire Thomas Sankara, tout le monde admire Lumumba, on les voit sur Facebook aussi, il y a souvent des révolutionnaires de Facebook, mais on sent vraiment que la jeunesse a besoin de se saisir de son histoire, de vraiment d'avoir ces repères qui sont basés en Afrique. Et en même temps, on reste ouvert sur le monde. C'est un peu la civilisation de l'universel dont parlait Senghor, même si il est controversé. Oui, il est très controversé, ouais. mais son propos, certains de ses propos étaient très justes. Voilà. Et je trouve que ça se vérifie de plus en plus dans nos temps contemporains, si tu veux. Est-ce que tu projettes d'exposer ton travail ou tes créations en Afrique, au Sénégal notamment? J'adorerais. J'adore. Ce serait vraiment un grand rêve que je réaliserais. J'aimerais bien exposer d'abord à Dakar et dans d'autres pays africains. En Côte d'Ivoire, au Bénin, partout. Partout. Et c'est des opportunités qui ne se sont pas présentées ou que tu n'as pas encore réellement... J'ai pas encore travaillé dessus. Il faudrait vraiment que je prenne du temps, que j'aille à Dakar, que je rencontre des gens. Parce que la scène culturelle à Dakar est sublime. Il y a vraiment des gens qui se lancent maintenant. Ce qui ne se faisait pas à l'époque se fait. Des gens, avec leurs propres moyens, créent des festivals, des expositions, des spectacles de danse. C'est vraiment une scène culturelle qui est en ébullition et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des artistes jeunes et moins jeunes qui travaillent ensemble et voilà, qui essaient de promouvoir le développement par la culture et par l'économie aussi, parce que la culture fait partie de l'économie, on a tendance à l'oublier. Tout à fait. Pourquoi justement, étant donné que tu as grandi quand même au Sénégal, tu es venu ici pour tes études, pourquoi avoir choisi de t'établir ici plutôt que chez toi à la fin de tes études? C'était pas vraiment un choix, j'avais vraiment décidé de faire seulement 5 ans en France et de rentrer. Et après, dans la vie, on choisit pas vraiment ce qu'on va faire, même si on a toujours le choix peut-être, mais je suis un peu laissée porter par ma vie. Enfin, j'étais un peu obligée à une certaine époque de rester ici. J'espère vraiment m'établir au Sénégal un jour. Je ne veux pas faire partie de ceux qui vivent le mythe de l'éternel retour, mais je veux vraiment rentrer chez moi peut-être dans 2 ans. On verra. On verra bien. On verra bien. Faire des allers-retours, on sait jamais. Il faut quand même voyager un peu. Mais tout à fait. On est à l'heure de la mondialisation. On peut se balader partout, là où la vie nous porte. Comment est-ce qu'on finance ce type de projet? Est-ce que c'est en total autofinancement? Est-ce que tu as eu recours à des mécènes? Comment est-ce que ça se passe? Alors pour l'instant, c'est seulement de l'autofinancement. Parce que je travaille à côté, donc je peux me permettre de m'acheter mon matériel, de m'acheter mes toiles. Et je travaille beaucoup avec la récupération, donc ça aide aussi. Ça aide pas mal. Et on va aussi faire des cadeaux. La famille, c'est mon cousin Ousmane et sa femme qui m'avaient offert la peinture, donc c'était parfait. C'est génial, alors tout le monde t'encourage dans ce que tu fais. Est-ce qu'on peut te trouver quelque part sur la toile? Comment est-ce que ça se passe? J'ai un Instagram qui s'appelle Solkenstein, comme Frankenstein et Soul. Et Soul. Et pour l'instant, je travaille sur mon site web, donc je ne vous donnerai pas encore le lien, mais je travaille dessus. Alors, j'espère qu'il pourra sortir en mars, début mars. Okay. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes filles, à une jeune fille noire qui a aussi une passion pour la peinture, le dessin, une certaine forme d'expression artistique et qui n'ose pas se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, forte de ton expérience? Quel conseil tu pourrais lui donner? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur,
qu'il faut avoir confiance en soi, confiance en sa passion. Qu'il ne faut pas croire forcément, parce qu'il y aura toujours des gens pour nous décourager, toujours des gens pour nous dire qu'on n'a pas encore le bon niveau pour se lancer, mais il faut croire en soi, tout simplement. Je te remercie infiniment, Marianne. Merci à toi.